Bonjour. Je me présente, Madame Makoudi Wafa, et je suis votre enseignante pour le cours des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est un cours qui est adressé aux étudiants de la section 4, donc du droit, donc tronc commun. Alors, le cours, d'après son intitulé, va porter sur les droits de l'homme et les libertés publiques. Comment on va organiser le cours? Bon, premièrement, vous avez déjà un PDF qui est publié sur la plate Moodle de l'université. Donc, vous avez déjà un écrit. Puis, il y aurait un enregistrement des séances concernant le cours. Je n'assurerai pas de séance interactive, mais peut-être à la fin, avant l'examen, donc je assurerai deux séances, peut-être une ou deux séances interactives pour parler un peu de l'examen et pour répondre à vos questions. Donc le cours, ça va être un PDF que vous avez déjà, qui existe déjà sur la plateforme Moodle, et il y aurait les enregistrements. L'année dernière, j'avais fait certains de nos enregistrements, mais qui ne concernaient pas tout le cours. Donc les enregistrements de cette année concerneront donc tout le cours. Alors le cours ou l'enseignement des droits de l'homme et des libertés publiques, premièrement, moi je suis contre cette appellation droits de l'homme et liberté publique, surtout pour le terme liberté publique, parce qu'au Maroc, déjà la Constitution utilise les termes liberté et droits fondamentaux, et j'aurais souhaité que le cours reflète ce changement dans la terminologie officielle et qu'il soit appelé cours des libertés fondamentales. Et vous allez voir la différence, il existe une grande différence entre les deux termes. Nous allons nous arrêter sur les concepts, comme ça vous permettrait de saisir les différences qui existent. Alors donc ce cours-là, si je parle d'abord l'enseignement des libertés fondamentales ou des libertés publiques, donc c'est par rapport au droit, c'est un enseignement récent. Récent, pourquoi? Parce que dans l'université française, c'est à la fin des années 50 qu'on relève l'existence de ce cours, et il est dans les années 60 réellement que le cours fait partie du cursus universitaire. Donc un cours assez récent, il n'existait pas avant. Alors il n'existait pas avant, donc pourquoi ce cours? Pourquoi ce cours? Il y avait à l'époque une raison pratique, c'est qu'il y avait des droits qu'on n'arrivait pas à nécessaires, il y avait des droits qu'on n'arrivait pas à enseigner, par exemple le code de la presse, le droit des associations, tout ça. Donc il fallait trouver moyen d'enseigner ces droits, donc c'était les droits relatifs aux libertés. Puis par la suite, on s'est rendu compte que l'enseignement des libertés publiques permettait aux juristes de réaliser une synthèse. Parce que une synthèse, c'est-à-dire de comprendre que les droits, ce n'est pas des matières indépendantes l'une par rapport à l'autre, mais qu'en fin de compte, il existe quelque chose qui unit toutes les matières, qui fait qu'il constitue, c'est quelque chose qui fait qu'il constitue un système juridique, et que donc connaître les valeurs qui sont à la base de ce système juridique. Donc la raison initiale, ça a été de trouver une place à certaines matières, puis par la suite on s'est rendu compte qu'il y avait une raison importante, celle de comprendre que le droit au sein d'un État constitue un système juridique parce qu'il est fondé sur un certain nombre de principes que le cours des libertés publiques à l'époque permettait de connaître. Le cours, en fin de compte, il n'avait pas je dirais, c'est un cours heureux, chanceux, parce que au départ, une simple matière, mais aujourd'hui, nous avons un cours qui a pris de l'ampleur, d'un cours de licence. Aujourd'hui, nous avons des masters sur les droits de l'homme. Il a pris une grande ampleur. Nous avons une recherche importante en matière des droits de l'homme. Donc, en fin de compte, et des publications. Avant, il y avait peu de publications. Aujourd'hui, les publications sont beaucoup de publications concernant les libertés et les droits de l'homme et les libertés. Donc ça, alors, pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un cours
qui permet de donner une certaine conscience. On l'enseigne aux juristes, c'est-à-dire aux futurs juges, aux futurs avocats, aux futurs hommes d'État. Donc ça leur permet de leur donner une conscience, de comprendre qu'en fin de compte, on applique le droit, oui, mais on applique le droit toujours à l'aune de la condition humaine. Prendre conscience de ce fait-là, qu'il faut toujours avoir en idée que le droit qu'on va avoir en tête que le droit qu'on va appliquer, on va l'appliquer, mais on n'oublie jamais l'homme auquel, en fin de compte, qui est le destinataire final de ce droit. Donc, sa condition est importante. L'enseignement de cette discipline permet cette prise de conscience. L'enseignement de la discipline aussi, de l'enseignement des libertés publiques ou libertés fondamentales, donc je donnerai maintenant le titre officiel des libertés publiques, permet aussi, donc parce qu'il prend ses consciences, permet aussi une certaine moralisation du droit, de connaître les principes qui sont à la base du droit. Donc conscience, moralisation, cela veut dire que c'est un cours qui est loin d'être neutre. C'est un cours dans lequel on ne peut pas être neutre. Neutre, non, pas du tout. Parce qu'en fin de compte, c'est un cours dans lequel les convictions de la personne qui l'enseigne se reflèteraient nécessairement sur la manière, les termes qu'il choisit, la manière par laquelle il enseigne. Donc c'est un cours dans lequel qui ont toujours enseigné, mais à la lumière d'un certain engagement, je dirais peut-être philosophique ou même idéologique. Donc ça pour le cours en général. Alors au Maroc, le cours a toujours existé. Il a été toujours programmé dans l'université marocaine. Donc et ça, même dans les fameuses années les années de plomb, en fin de compte, le cours existait. Donc on avait toujours un cours, pas l'ampleur qu'il a pris aujourd'hui. Il existait dans la licence sciences politiques, puis par la suite la licence de droit public, comme une matière d'écrit pour la science politique, comme une matière d'oral pour ou le droit public en matière d'écrit, ou une matière d'oral pour les juristes. Mais la matière, elle a toujours existé, et ça, je dirais, c'est un point positif pour l'université marocaine, parce que dans plusieurs pays arabes, le cours n'existait pas. Le cours, en fin de compte, il a fait son entrée dans certaines universités arabes dans les années 90 du XXe siècle, c'est-à-dire après l'ouverture démocratique qu'a connue le monde, c'est là que le cours a pu être fait son entrée dans plusieurs universités arabes. Donc ce cours, on pense aujourd'hui que le fait d'introduire le cours dans les universités arabes a joué un très grand rôle dans l'avènement du printemps arabe. Donc, alors ce cours-là, il a toujours existé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a pris de l'ampleur. Nous avons une recherche, des masters relatifs aux droits de l'homme. Nous avons, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan interne, de recherche, c'est-à-dire des thèses qui sont soutenues sur la question. Même si le domaine, comme je le pense, nous avons deux grands problèmes concernant ce domaine au Maroc, c'est qu'il y a deux problèmes. Premièrement, l'éparpillement de la documentation, c'est-à-dire que les lois, la législation, les lois, la jurisprudence, l'effort doctrinaire, tout ça, en fin de compte, il est très éparpillé et ça nécessite un effort de rassemblement. Et je crois que les recherches qui sont en train d'être faites dans ce domaine vont permettre un peu de résoudre ce problème de l'éparpillement. Puis nous avons un autre problème, c'est celui de l'agenda. Je peux dire qu'aujourd'hui au Maroc, nous n'avons pas un agenda d'action en matière des droits de l'homme. L'agenda que nous avons, c'est soit un agenda qui suit l'agenda international, soit un agenda qui suit l'événement, quelque chose qui est passé, alors donc il y a une action, puis par la suite plus d'intérêt. Donc je crois là, ce sont les deux problèmes dont souffre ce domaine, que la recherche scientifique peut certainement en matière de droit, en matière de sociologie, ça il ne faut pas l'oublier, parce qu'en matière de psychologie aussi, donc en relation avec d'autres sciences sociales, vont certainement permettre de résoudre. Alors ça, donc le droit aujourd'hui, donc je l'ai dit, c'est une matière qui a pris de l'importance. Et il faut toujours enregistrer quelque chose de positif concernant ce cours, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie du cursus de plusieurs, je dirais, lieux
dans lesquels on peut s'étonner de trouver la discipline, par exemple dans l'académie de police, dans les académies militaires, pour les juges, je dirais c'est normal, mais que le cours soit dispensé dans l'académie de police et dans les académies militaires, c'est un bon indice sur la manière, comment on conçoit que l'action de ces deux corps doit être faite, mais à l'aune de la condition humaine. Ce n'est pas quelque chose de banal que ce cours soit dispensé dans ces deux lieux d'autorité qui sont la police et l'armée. Donc ça pour le cours. Alors ça pour l'introduction du cours dans l'université marocaine. Alors la nature du cours. Le cours est essentiellement un cours transversal. C'est-à-dire qu'il traverse plusieurs matières. C'est un cours, ce que nous appelons les cours carrefour. C'est-à-dire que pour comprendre les droits, pour comprendre les présupposés qui sont à la base de ces droits, ce qui est important, c'est ça. Donc, en fin de compte, il faut toujours jeter un regard pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on aurait besoin je dirais presque de toutes les matières du droit civil, du droit administratif, du droit constitutionnel. On aurait besoin d'un peu de philosophie, on aurait besoin donc des idées politiques. Donc on jette un regard vraiment pluridisciplinaire. C'est une matière transversale qui rencontre, je dirais, plusieurs autres disciplines et qui est un carrefour de plusieurs matières de droit, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit international, il ne faut pas l'oublier, et surtout la matière, elle a une relation très poussée, très intime avec le droit pénal. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui est toujours, ça fait longtemps que le débat existe, mais qui est toujours d'actualité, c'est la relation entre les droits de l'homme et le droit pénal. Le droit pénal est-il une épée des droits de l'homme ou est-il un bouclier des droits de l'homme? Le débat existe et la question reste toujours posée. Donc c'est une discipline carrefour, vous allez le voir, la première partie est toujours concerne toujours la théorie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous allez voir, nous allons voir tout un côté philosophique indispensable des idées politiques, puis tout un côté juridique dans lequel on voit donc un peu dans lequel on va toucher plusieurs droits, essentiellement le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal, l'organisation judiciaire. Donc nous allons voir beaucoup de droits. Ça, c'est la nature de ce cours, un cours carrefour. Donc ça pour le cours, donc ça explique un peu la physionomie de ce cours, c'est qu'il y aurait un cours carrefour, donc il y aurait un peu 3 parties, et j'insiste sur ça. Je suis contre le fait, parce que vous êtes des étudiants, je vous initie, ça c'est une introduction à ce cours, ce que je fais, c'est une initiation à ce cours des libertés fondamentales, donc en fin de compte, indispensable que je vous donne d'abord, parce que les libertés, les droits, le droit de l'homme, la notion de droit de l'homme, elle est apparue d'abord dans la sphère politique et dans la sphère intellectuelle. Donc, il y avait un débat philosophique, il faut obligatoirement rendre compte de ce débat philosophique. Donc, ce sera l'objet du chapitre 1er, et c'est ce débat philosophique qui nous permet de saisir, premièrement, ce que nous appelons la notion occidentale. Aujourd'hui, on commence à parler d'une notion occidentale des droits de l'homme et pourquoi il y a autant de malentendus dans cette sphère. Malentendus avec l'islam, malentendus avec l'Asie, la conception asiatique. Ça, c'est le but de ce chapitre-là, c'est de vous donner les présupposés à la base. Donc, de vous donner une idée sur l'évolution de la notion, l'apparition de la notion, ça je mettrai entre guillemets de la notion, vous allez voir pourquoi, de l'apparition de la notion en Occident, comment elle a été universalisée et les adaptations nécessaires qui sont apparues dans les autres patrimoines. Donc, dans les autres patrimoines. Donc, alors ça, pour le premier chapitre, ce sera un chapitre, je dirais, philosophique de pensée, très indispensable. Parce que si on veut un peu aller au-delà, et je crois que c'est ça votre rôle en tant qu'étudiant, c'est d'aller au-delà. Il ne suffit pas de connaître, de dire qu'on défend le droit à la vie, qu'on défend le droit à la sécurité, qu'on défend la liberté d'expression, mais il faut savoir les présupposés qui sont à la base de ces droits et qui font qu'il y ait des adhésions différentes.
Ça, donc, le premier chapitre répond à ça. Puis il y a une théorie générale, alors ça c'est les conceptions. Puis il y aurait une partie juridique, en fin de compte, sur le régime des libertés. Et ça, c'est dans le régime des libertés, c'est-à-dire, en fin de compte, que la consécration des libertés, l'organisation, l'aménagement des libertés, les régimes, comment on peut consacrer l'organisation ou l'aménagement de ces libertés, et surtout la question de la protection de ces libertés. C'est une théorie générale, parce qu'en fin de compte, on va parler un peu en général, mais dans lequel on va faire, et c'est indispensable en matière de libertés fondamentales, un peu de droit comparé, c'est vraiment juridique, mais je ne vais pas seulement parler du cas marocain. Je vais parler en général de la doctrine, comment elle organise ces trois questions, qui sont les questions de la consécration, les questions de l'aménagement et la question de la protection, avec beaucoup de droits comparés. Donc, comment on consacre. Donc, et là, je vais faire beaucoup de droits comparés. Et en matière des libertés fondamentales, ça pour moi c'est une première règle pour les gens qui veulent aller loin dans ce domaine, c'est que le droit comparé est indispensable dans cette matière. Il ne suffit pas de lire le texte, par exemple, un droit, comment il est reconnu au Maroc. Vous allez le lire, mais vous ne saurez jamais où est-ce que ça mène cette reconnaissance. Qu'est-ce qui manque à cette connaissance que si vous faites du droit comparé, que si vous voyez le droit à la vie, par exemple, le droit à la vie, le droit à la vie ou la protection de la vie privée, le secret de correspondance, tous ces droits-là, vous ne pouvez pas, il ne suffit pas de dire la Constitution marocaine reconnaît ces droits, mais il suffit de voir comment cette Constitution a reconnu ce droit, dans quels termes, qu'est-ce qui a été dit, et surtout le silence du texte. Celle-là, parce que l'étendue du droit, est-ce que c'est un droit large, est-ce que c'est un droit restreint, est-ce que c'est une étendue large ou restreinte, ça, cette question, vous ne pouvez répondre à cette question que si vous faites du droit comparé, que si vous voyez le droit, comment il a été reconnu dans les documents internationaux et comment est-ce qu'il a été reconnu dans d'autres patrimoines juridiques. Donc c'est un chapitre dans lequel je vais faire du droit comparé, je ferai surtout appel au cas français, peut-être certains à des moments au cas espagnol, portugais, italien, allemand, donc en fin de compte, arabe aussi. Donc, et puis par la suite, je fais toujours, je mentionne toujours le cas marocain. Donc le cas marocain, il sera vu dans ces éléments concernant la consécration, l'aménagement, la protection, sera toujours analysé, mais à la lumière d'un certain nombre d'autres cas. Ça, c'est donc, en fin de compte, ce qui veut dire que lorsque j'enseigne, en fin de compte, cette théorie générale, vous avez une bonne idée sur un peu le système marocain. Alors, le système marocain proprement dit, il sera enseigné il est enseigné dans le chapitre 3 qui est relatif donc au régime marocain des libertés fondamentales. Alors là, vous allez voir, la question qui sera posée, c'est toujours la classification, comment est-ce qu'on va classifier. C'est une question très importante en matière des libertés. Donc ça, je verrai certaines libertés individuelles et les libertés collectives ou les libertés publiques, parce que nous avons un code des libertés publiques, donc ce sera l'occasion de voir un peu le régime de ces des principales, pas de toutes les libertés, mais le régime des principales libertés au Maroc. Donc une partie, je dirais, philosophique, ou un chapitre philosophique relatif aux conceptions, et vous voyez, je parle au pluriel, les conceptions des droits de l'homme, ce que veut dire, et ça c'est un parti pris idéologique, c'est qu'il y a des conceptions, donc en fin de compte, il n'y a pas que la conception occidentale, c'est un parti pris idéologique. Donc puis nous, aujourd'hui, ça c'est très intéressant de le remarquer, alors qu'avant on parlait toujours, lorsqu'on voulait parler de l'historicité des droits de l'homme, on parlait toujours d'une certaine historicité occidentale. On ne se donne même pas la peine de dire qu'il y a une conception occidentale. On parle
comment les droits sont arrivés, comme si c'était général à tout le monde. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que dans certains livres français, on parle de la conception islamique, on parle de la conception occidentale, on parle de la conception islamique, on parle de la conception asiatique. Ce qui fait qu'on reconnaît qu'il y a des patrimoines des droits de l'homme, pas qu'un seul patrimoine. Ça, c'est une grande évolution, pas pour nous, mais surtout pour l'Occident, de comprendre qu'il y a des différences, qu'il n'y a pas que la vision occidentale, mais qu'il y a d'autres visions, qu'il faut voir de près les différences qui existent entre les différentes visions. Donc, un premier chapitre pour ces conceptions, un deuxième chapitre donc pour la théorie générale, qui est un chapitre juridique dans lequel on va faire surtout du droit comparé, mais on va voir le cas marocain à travers donc un certain élément du droit comparé, puis un troisième chapitre pour certains droits, pour le régime juridique de certains droits au Maroc. Tout ça, c'est beaucoup, je vous assure, c'est un cours trimestriel, mais tout ça, c'est beaucoup pour un trimestre. J'aurais souhaité que le cours soit... Et le cours avant était annuel, j'aurais souhaité qu'il le reste, mais on fait avec donc aujourd'hui. Alors, donc ça pour l'organisation du cours. Alors, l'introduction du cours, donc il faut l'introduire ce cours. Alors, l'introduction, je la réserve toujours à un problème de sémiotique, en fin de compte, de termes, de termes. Parce que si je prends l'exemple marocain, nous avons beaucoup de termes. Je prends l'exemple marocain, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la Constitution aujourd'hui qui nous parle dans son titre des libertés et droits fondamentaux. Nous avons des termes fondamentaux, libertés et droits fondamentaux. Nous avons un cours qui nous parle des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous avons le terme liberté publique. Nous avons un code des libertés publiques. Le code des libertés publiques au Maroc, ou le daïr des libertés publiques, c'est un daïr qui comporte 3 daïrs relatifs à la daïr sur le droit des réunions, les rassemblements publics et la presse, et le tout forme ce que nous appelons le code des libertés publiques. Puis nous avons par exemple le Conseil national des droits de l'homme, nous avons la délégation interministérielle des droits de l'homme, donc nous avons plusieurs concepts. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ces concepts sont synonymes ou est-ce qu'il y a des différences? Donc, un arrêt sur le concept est obligatoire pour comprendre, pour commencer ce cours. Alors, et ce à quoi donc je consacre l'introduction, c'est on s'arrête sur les concepts. Et le premier concept sur lequel on s'arrête, c'est le concept de liberté et de droit. Droit de l'homme, droit. Puis nous avons le terme liberté publique, donc liberté et droit. Alors, liberté, est-ce que liberté c'est un droit? Alors, pour répondre à est-ce qu'il y a des différences? Alors, la première chose, c'est le terme liberté. Lorsqu'on définit la liberté, je ne vais pas entrer parce que c'est un concept qui a été utilisé, défini, discuté par les philosophes, donc on n'entre pas dans ce débat philosophique du tout, mais on prend une définition très simple, la définition du dictionnaire. Donc lorsqu'on dit liberté, généralement c'est un pouvoir d'autodétermination. Autodétermination, cela veut dire que vous allez déterminer vous-même votre comportement. Vous n'agissez pas sous la contrainte. Lorsque vous dites « je suis libre de sortir », cela veut dire que vous n'allez pas agir sur la... Vous êtes libre de sortir, ça veut dire que vous allez vous réveiller le matin, vous allez changer vos habits, vous allez sortir. Vous êtes libre, personne ne détermine votre comportement, personne ne vous dicte ce que vous devez faire, c'est ça la liberté. C'est que vous déterminez vous-même votre comportement. La liberté suppose une action dans l'indépendance. Donc, suppose l'absence de contraintes, l'absence d'entraves. C'est ça la liberté. C'est que je demande, est-ce que vous exigez quelqu'un, lorsque vous vous réveillez et vous sortez, est-ce que vous exigez quelque chose de quelqu'un? Non. Vous sortez, vous ouvrez la porte et vous sortez. Ce que peut-être vous allez exiger, c'est qu'on n'entrave pas cette liberté.
c'est que personne ne vous empêche de sortir, ne ferme la porte. Ça, par exemple, pour un adolescent houleux, lorsque sa maman l'empêche de sortir, ou qu'il ferme la porte peut-être à clé, il va lui dire « je suis libre de sortir », comme moyen de lui dire qu'elle est une entrave entre lui et cette liberté de sortir. Donc la liberté, elle s'exerce dans l'indépendance et elle suppose la non-contrainte, la non-entrave. Elle suppose une absence. Comme je l'ai dit, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un adolescent, donc c'est par rapport aux parents, à une autorité qui est l'autorité parentale qu'il va dire « je suis libre de sortir ». Cette liberté, cette autorité, ça peut aller jusqu'à l'État, jusqu'à les pouvoirs. Je suis libre, ça veut dire que ce que je demande, je n'exige rien. Mais ce que je demande, c'est qu'on n'entrave pas ma liberté. Donc, les seules exigences que j'ai, c'est une exigence de non-entrave, c'est tout. Voilà, donc la liberté, ça veut dire la non-entrave, ça veut dire qu'on échappe à la contrainte. Ça, sur le plan, je dirais, ontologique, sur le plan terminologique. Sur le plan politique, lorsqu'on dit liberté, cela veut dire qu'on va échapper à la contrainte sociale. Quelqu'un est libre, cela veut dire qu'il échappe à la contrainte sociale. Il échappe à la contrainte sociale, cela veut dire que cette liberté, nous avons alors là deux conceptions. Il échappe à la contrainte sociale. Pourquoi? Parce qu'il est dans une sphère qui est la sienne. L'individu est libre parce qu'il est dans une sphère qui lui est propre. Et dans ce cas, la contrainte sociale n'est pas obligée. Enfin, il faut l'éloigner de cette sphère. Elle n'est pas autorisée à intervenir dans cette sphère. C'est ça ce que nous appelons la liberté-autonomie. La liberté-autonomie, cela veut dire que l'individu a une sphère qui est la sienne, dans laquelle il refuse une entrave, une contrainte sociale. Ça suppose la non-existence d'une contrainte sociale. Ça suppose d'abord qu'il y ait une sphère donc sociale, une sphère individuelle, une sphère de liberté dans laquelle l'individu empêche, refuse que les pouvoirs interviennent. Donc ça, c'est la liberté-autonomie. Lorsqu'on dit la liberté de conscience, ça, c'est une liberté-autonomie. Cela veut dire que la conscience est une sphère individuelle et on refuse que les pouvoirs entrent ou entravent l'exercice ou interviennent, transgressent cette sphère d'autonomie. Sur le plan politique, la liberté peut être une liberté de participation. La liberté de participation, pourquoi lorsqu'on dit c'est une sphère, pardon, pour la sphère autonomie, c'est une sphère de résistance. L'individu résiste à l'autorité publique, ce qui fait ce sont des libertés, on peut les appeler des libertés autonomie, on les appelle aussi de libertés de résistance. Donc, je répète, sur le plan politique, la liberté peut être d'abord une liberté autonomie, ce qui suppose qu'il existe une sphère d'autonomie dans laquelle l'individu a sa liberté, exerce sa liberté et il refuse en dehors de la contrainte sociale. Donc, en dehors de la contrainte sociale, cela veut dire qu'il ne permet pas qu'il y ait une contrainte sociale dans cette sphère. Donc, c'est pourquoi on les appelle aussi des libertés résistance. Puis, nous avons l'autre liberté, c'est la liberté participation. La liberté ou les libertés participation, c'est, on pense donc que l'individu peut préserver sa liberté, mais en participant, en donnant son opinion, en participant donc à la direction à cette contrainte sociale, c'est-à-dire qu'en n'étant pas seulement un gouverné, mais qu'en devenant un gouvernant, il peut préserver sa liberté. Donc lorsque vous participez aux élections, vous participez donc à cette contrainte sociale, à vous déterminer en fin de compte cette contrainte sociale, comment elle sera, et donc vous préservez votre liberté. Donc, liberté de participation, cela veut dire que l'individu va s'approprier l'État, qui est l'origine de la contrainte sociale, le pouvoir, il va être dans le pouvoir, donc il va orienter, si je peux dire, les décisions, et il peut préserver sa liberté. La liberté autonomie, cela veut dire qu'il y a une sphère qui est, je dirais, interdite, une sphère individuelle dans laquelle les pouvoirs publics ne sont pas, n'ont pas
sont pas donc n'ont pas la permission d'entrer dans cette sphère, une sphère proprement individuelle. Ça donc pour la liberté. Le droit. Donc la liberté, elle suppose toujours une idée de non-entrave. C'est toujours une idée d'autonomie, une idée de non-entrave. Ce que je demande au pouvoir, c'est de ne pas intervenir dans un domaine qui est le mien. Le droit. Alors le droit, lorsqu'on dit les droits, là nous sommes un peu, lorsqu'on dit le droit, là je vais vous dire de vous rappeler un peu vos cours d'introduction à l'étude du droit, nous sommes un peu dans le subjectivisme. Lorsqu'on dit les droits, cela veut dire que je suis un sujet de droit. Un sujet de droit, cela veut dire que je vais exiger quelque chose. J'ai une action active. Je ne réclame pas une action passive, non. Ce que je réclame, c'est une action active. J'ai une créance à l'égard de la société et je réclame, j'exige. Le droit suppose l'idée de l'exigence que la liberté n'introduit pas. La seule exigence qu'introduit la liberté, c'est une exigence de non-entrave. Le droit, il exige, c'est une créance. Il demande une action positive à l'État. Donc lorsqu'on dit le droit au travail, cela veut dire que je vais déterminer l'État, ou le droit au logement, ou le droit à la santé, cela veut dire que j'exige quelque chose de l'État. Je l'exige de l'État de réunir les éléments, le droit à l'éducation, cela veut dire que j'exige de l'État une action positive. Dans les libertés, j'exige une action négative, c'est de ne pas toucher à mes libertés. Dans les droits, j'exige une action positive de l'État, ce que je lui demande de mener une action qui me permet de profiter de ces droits. Ceci dit, lorsqu'on dit la liberté, je l'ai dit, elle évoque toujours une idée d'autonomie, une idée de non-entrave, mais elle mène toujours à un droit. Elle mène à un droit. Lorsque je dis je suis libre, donc ce que j'exige, c'est qu'on n'entrave pas ma liberté. J'exige quelque chose, c'est la non-entrave. Donc la liberté, je réclame un absentéisme de l'État, je réclame une non-entrave, mais en même temps, elle mène toujours à un droit. Donc ça nous donne, par exemple, le droit à la liberté de religion, le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté d'expression. Donc, alors ça, donc, si je peux dire, le droit, de ce fait, on l'utilise dans deux sens. Soit, lorsqu'il est utilisé comme étant un droit à une liberté donnée, c'est un pouvoir d'autodétermination, mais qui organise une liberté, qui exige la liberté. Soit on demande une créance à l'État, on demande une action positive à l'État. Par exemple, lorsqu'on demande le droit au travail, le droit au logement, le droit à l'éducation, là, j'ai une créance à l'égard de l'État et j'exige quelque chose. Alors, lorsque la liberté mène toujours à un droit, ça, on le trouve par exemple dans... C'est pas quelque chose, je dirais, de nouveau, on le trouve par exemple dans la rédaction de la Déclaration française des droits de l'homme. Alors le but, je vais vous la lire, le but de toute association politique est la consécration des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté. La liberté, c'est un droit. La propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors donc, ça donc pour les deux termes, donc si je récapitule, je dirais les deux termes liberté et droit, il y a une grande différence. La liberté, c'est un pouvoir d'autodétermination, elle exige toujours une action de non-entrave et elle mène toujours à un droit à la liberté, droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté religieuse et ainsi de suite. Donc, la liberté sur le plan politique, elle se divise
en deux, c'est toujours, ça veut dire une liberté, ça veut dire échapper à la contrainte sociale. Échapper à la contrainte sociale, ça mène à deux libertés. La liberté de participation, qui est le fait que, je dirais, les citoyens ou les individus s'approprient l'État. Comme ça, ils peuvent diriger, si je peux dire, son action. Et la deuxième moyen, c'est que la liberté d'autonomie, cela veut dire que l'individu empêche les pouvoirs d'intervenir dans ça. Ça veut dire qu'il y a une sphère individuelle dans laquelle les pouvoirs ne sont pas, je dirais, n'ont pas l'autorisation, ne sont pas autorisés à intervenir. Alors, le droit, ça traduit toujours une exigence, une action, on demande à l'État une action positive. Action négative versus action positive de la part de l'État. On a toujours une créance à l'égard de l'État. Ça donc pour la différence liberté-droit. Nous avons le terme droit de l'homme, nous avons les termes... Alors, nous avons donc, je dirais, les autres concepts, c'est liberté publique, droit de l'homme, liberté publique, liberté fondamentale. Alors, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le premier terme qui a été utilisé par les révolutionnaires français. Donc, nous avons dans les déclarations françaises, les déclarations américaines, donc dans la philosophie de l'époque qui était contemporaine à ces déclarations, c'est que l'homme, de par sa nature, a des droits. C'est ça la nature. La question des droits de l'homme, lorsqu'on dit les droits de l'homme, c'est presque une idée philosophique. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas mener au droit, non, l'idée d'une évolution juridique existait, mais l'idée initiale, c'est que l'homme, de par sa nature, a des droits. Ces droits, ils font partie de sa nature. Ils font partie de sa nature, c'est-à-dire dire que l'homme ne peut pas les aliéner. L'homme ne peut pas en dessaisir. Donc ce sont des droits qui font partie de la nature humaine. Lorsqu'on dit l'homme, ça veut dire qu'il y a donc c'est une idée philosophique qui veut qu'il y a des droits, que l'homme, de par sa nature, a des droits qui sont imprescriptibles. Ces droits, ça veut dire, est-ce qu'on est obligé de les consacrer juridiquement? Non, puisqu'ils font partie de la nature humaine, cela veut dire que ces droits n'ont pas besoin de consécration juridique. Il suffit de les réclamer pour que ces droits existent. Donc, et ça explique pourquoi est-ce que les déclarations, ce ne sont pas les déclarations des droits, la déclaration française, la déclaration américaine, même la déclaration universelle, ne sont pas des textes juridiques. Parce que ce sont beaucoup plus des textes philosophiques, parce que leur objet, c'est de ne pas reconnaître des droits. Ces droits, l'homme, elle les a de sa nature. Elles sont consacrées, le texte ne fait que reconnaître, que les mettre en lumière, que les mettre en clair, dire voilà les droits que l'homme tient de sa nature. Est-ce que ces droits ont une consécration juridique? Est-ce qu'ils n'ont pas cette consécration juridique? Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on s'en réclame de ces droits. Donc lorsqu'on dit droits de l'homme, cela veut dire que nous sommes dans un soubassement philosophique de ce qui va devenir les libertés publiques. Donc les droits de l'homme, ça veut dire des droits que l'homme tient de sa nature. L'homme ne peut pas renoncer à ses droits. Pourquoi? Parce qu'il se renonce à ses droits, il renonce à sa nature d'homme. Donc en fin de compte, ce sont des droits imprescriptibles. Donc ce sont des droits qui relèvent de la nature humaine, une nature qui est une nature subjective. Donc ce sont des droits auxquels l'homme font partie et qui n'ont pas besoin, font partie de l'humanité et qui n'ont pas besoin d'une reconnaissance juridique. Donc les droits de l'homme, ça veut dire il n'y a pas de reconnaissance juridique. Ça peut évoluer, parce qu'on a évolué surtout sur le plan international, on a évolué vers le juridique, mais en fin de compte, c'est beaucoup plus un soubassement philosophique. Ça, c'est pour les droits. Donc lorsqu'on parle des droits de l'homme, nous parlons d'une idée de l'homme, comme quoi l'homme, de par sa nature, parce qu'il a un homme, a des droits auxquels il ne peut jamais renoncer. Pourquoi? Parce qu'il faut sans renoncer à son caractère humain.